Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Aujourd'hui, 1er novembre, la communauté chrétienne célèbre la Toussaint. C'est un jour qui draine souvent du monde. Dans les cimetières, les vivants rendent hommage à leurs parents défunts, une commémoration qui ne laisse pas la mairie de Cotonou indifférente. Une délégation municipale a fait le tour de quelques cimetières ce jour. Le point dans un instant. Toujours ce mercredi 1er novembre, Cotonou abrite les travaux du 8e Forum continental annuel des organismes de gestion des élections. C'est une initiative du département des affaires politiques, de la paix, de la sécurité de la Commission de l'Union africaine. Le rendez-vous de Cotonou se penche sur la bonne communication entre les organismes de gestion des élections et les parties prenantes des processus électoraux pour établir la confiance. Nous ferons également un tour au Palais des gouverneurs à Porto Novo où 108 députés de la 9e législature ont été élevés dans divers grades de l'ordre national du Bénin. Une cérémonie de distinction tenue en marge de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2023. Le compte rendu de cette cérémonie de distinction dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Aujourd'hui, 1er novembre, la communauté chrétienne célèbre la Toussaint. C'est un jour qui draine souvent du monde dans les cimetières. Les vivants rendent hommage à leurs proches qui ne sont plus de ce monde. Et la mairie de Cotonou ne reste pas en marge de cette commémoration. Une délégation municipale a fait le tour de quelques cimetières à Cotonou et à Bomé-Calavi. Les détails dans cet élément signé Esther Tofa. La municipalité de Cotonou a voulu marquer d'un cachet spécial ce 1er novembre. Après un dépôt symbolique de gerbes ici au cimetière PK14, route de Ouida, la délégation municipale conduite par les 2e et 3e adjoints au maire s'est recueillie devant les tombes de quelques défunts. Nous sommes venus aujourd'hui, 1er novembre, honorer nos défunts simplement. Et surtout nous assurer que nos cimetières sont désormais bien entretenus. Vous avez certainement pu remarquer que d'une année à une autre, les cimetières sont de mieux en mieux entretenus et c'est notre responsabilité de nous assurer que c'est le cas. Et donc nous sommes venus en forte délégation nous assurer que tout ça se passe bien. Voilà, et bonne fête aux Cotonois et Cotonoises simplement. La mairie de Cotonou va continuer à assumer sa responsabilité et faire en sorte que les cimetières soient propres. Au-delà de l'entretien, la mairie de Cotonou, avec à sa tête Luc Setonji Atrokpo, veille désormais à la sécurité de ces lieux de repos dédiés aux morts. D'ailleurs, maintenant, c'est profanation des maires. Luc Setonji Atrokpo. Avant, on parlait de profanation, mais quand le maire Atrokpo a fait la tour de garde, ça a diminué. Cela montre que notre maire a du respect pour nos morts et cela doit être pareil à tous les niveaux. Avant le cimetière PK14, la délégation municipale s'est également rendue au cimetière Sommet de Calavi ainsi qu'à celui d'Akpakpa. Reçois l'attention, est-ce que tu pourras aller aussi? Allons à présent au Palais des gouverneurs à Porto Novo pour la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 de l'Assemblée nationale. Une session ouverte dans ce mardi 31 octobre et qui sera consacrée à l'étude du projet de budget exercice 2024. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette session budgétaire avec Emma Rodono. Honneur militaire pour le président Louis Blavounou, président d'institution, membre du corps diplomatique, sage et autorité politico-administrative de la ville de Porto Novo au sein de l'hémicycle. L'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 qui va se consacrer au principal à l'étude du budget général de l'État, exercice 2024, estimé à 3 199 milliards 274 millions, a été auréolé de toute la solennité requise. Principal temps fort, le discours du président de l'Assemblée nationale. La présente cérémonie marque le démarrage de la deuxième session ordinaire de l'année conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution de notre cher pays, reprise par l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La première moitié de cette session
sera essentiellement consacré à l'examen et au vote du budget général de l'État pour la gestion 2024. Comme nous le savons tous, l'adoption de la loi de finances, expression chiffrée de la gestion du pays dans tous ses compartiments, est une prérogative constitutionnelle et un acte politique majeur qui va au-delà des relations entre le gouvernement et le Parlement. Elle interpelle et intéresse toutes les composantes de la communauté nationale. Le décor ainsi planté, Louis Blavonnoux a abordé dans la suite de son discours les problèmes du moment, notamment la question de la paternité responsable, un débat suscité dans l'opinion par le gouvernement. Faut-il limiter ou non le nombre d'enfants par couple? Louis Blavonnoux, spirituel et philosophe, à souhait, a esquissé ce qui semble à ses yeux la meilleure option. Le point commun de tous ces débats, c'est d'agir pour le bien-être des populations. Le chef de l'État, en abordant la question démographique, ne veut œuvrer que pour le bien-être des populations et que le Béninois se porte mieux. L'Église catholique, en prônant la paternité responsable, n'enseigne pas autre chose, faire le nombre d'enfants qu'on est capable de supporter, et ce, par des méthodes naturelles. Au niveau du Saint-Coran, nous notons au verset 233 du chapitre 2e que je cite, « Personne n'est imposé plus que ses capacités. La mère n'a pas à subir de tort à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. » Autrement dit, chrétiens catholiques, et certainement tous les chrétiens, ainsi que les musulmans, regardent dans la même direction que le chef de l'État, c'est-à-dire la paternité responsable. La paternité responsable, ou plus simplement exprimé, faire le nombre d'enfants qu'on peut supporter pour le bien-être de nos familles respectives. Mais les méthodes d'y parvenir pourraient peut-être poser problème. Pour la bonne ambiance et le bon déroulement des travaux tout au long de la session budgétaire, Louis Blavonnoux a également invité ses collègues à ne pas perdre de vue la notion du respect, le respect mutuel, le respect dans l'espace politique et le respect des institutions. Je souhaiterais, chers collègues, que nous tenions compte de ce respect mutuel pour le temps que nous avons à passer ensemble pour la vitalité de notre démocratie. Au-delà du budget général de l'État, exercice 2024, plusieurs projets et propositions de loi seront examinés au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2023 qui va durer 3 mois. Restons au Palais des Gouverneurs pour préciser qu'en marge de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023, 108 députés de la 9e législature ont été élevés dans divers grades de l'Ordre national du Bénin. Par décret du président de la République, Patrice Talon, ces distinctions honorifiques qui leur sont attribuées leur ont été officiellement remises ce mardi 31 octobre. Le point de cette cérémonie de distinction avec Emma Rodon. Ils sont 68 nouveaux députés de la 9e législature qui sont admis au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin. Quant aux plus anciens, 33 sont faits grands officiers et 7 grands croix de l'Ordre national du Bénin, soit un total de 108 députés décorés. Cette accession aux différents grades honorifiques du Bénin vient couronner les bons et loyaux services qu'ils ont rendus à la nation, notamment les comportements et actes de préservation de la paix dont ils ont fait montre pendant le scrutin du 8 janvier 2023, au terme duquel ils ont été brillamment élus députés. Les députés membres de l'Assemblée nationale sont nommés ou promus au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin dès leur entrée en fonction. Le même article précise, je cite, « Si elles sont déjà décorées dans l'Ordre national du Bénin,
à un grade ou à une dignité égale ou supérieure au grade ou à la dignité que leur confère leur fonction, les personnalités ci-dessus sont promues ou élevées dès leur entrée en fonction au grade ou à la dignité immédiatement supérieure. C'est donc une cérémonie solennelle que celle de décerner des décorations dans l'ordre national du Bénin. Il me plaît de rappeler, et me référant aux différents textes qui régissent la grande chancellerie, qu'elle est une institution, un outil de récompense et de rétribution à la disposition exclusive du président de la République, chef de l'État, seul habilité à décerner une décoration. Face à cet honneur qui leur est fait, les récipiendaires ont remercié le président de la République, grand maître de l'Ordre national du Bénin, et ont dédié cette distinction à leur mandant. Les distinctions honorifiques apparaissent comme une sorte de gouvernance par les honneurs, en ce qu'elles exercent des effets bienfaisants sur les récipiendaires, suscitent l'émulation dans leur cœur et fortifient leur zèle à faire mieux dans l'intérêt supérieur du plus grand nombre. De ce fait, et au-delà du sentiment indéfinissable qui nous anime en ce moment et qui est un mélange de joie et de fierté, il y a aussi le souci de nous rendre dignes de ces décorations reçues, par un devoir de gratitude envers les populations et la nation béninoise tout entière. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. C'est pourquoi je m'en voudrais de terminer mon propos sans témoigner notre profonde gratitude au président de la République, grand maître de l'Ordre national du Bénin, pour ces distinctions honorifiques qui arrivent à temps pour nous galvaniser dans l'exercice de nos fonctions parlementaires. Auréolés de cette distinction honorifique, ces députés s'engagent plus que jamais à porter la voix et à faire la volonté de leur mandant pour qu'au terme de leur mandat, les Béninois se sentent plus heureux. Cotonou abrite depuis ce matin les travaux du 8e Forum continental annuel des organismes de gestion des élections. C'est une initiative du département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine. Le rendez-vous de Cotonou se penche sur la bonne communication entre les organismes de gestion des élections et les parties prenantes des processus électoraux pour établir la confiance. C'est le ministre de la Justice qui a présidé la cérémonie d'ouverture du forum. Nous allons suivre. Une cinquantaine d'organismes de gestion des élections venus d'Afrique, des réseaux d'OGE, des communautés économiques régionales, des membres de l'Association des autorités électorales africaines, des organisations internationales impliquées dans l'assistance électorale, des organisations de la société civile et autres acteurs réunis à Cotonou. Les travaux du 8e Forum continental annuel des organismes de gestion des élections s'ouvre ainsi ce mercredi 1er novembre 2023. Thème de ces assises, communication stratégique, établir une relation durable entre les organismes électoraux et les parties prenantes. Une thématique qui met en exergue l'importance de chaque acteur dans la conduite du processus électoral. C'est pour un échange d'expérience. Et aussi, on sait quelquefois c'est la source de conflits entre les différentes parties quand la communication n'est pas très bien faite. Ce forum, c'est pour pouvoir harmoniser, étendre, changer d'expérience entre les différents organismes de gestion des élections. Le Bénin a son expérience, le Ghana a la sienne, l'Afrique du Sud a une expérience. On veut mettre en commun ces expériences pour une meilleure gestion de cette activité très sensible pour les États démocratiques comme le nôtre. Let me emphasize again how election managers communicate with their stakeholders can enhance or mar relationships with these actors. If election management bodies do not have a plan for effective multi-year strategic communication, credible election processes
risk being undermined by disinformation. Le 8e Forum continental annuel des organismes de gestion des élections est une initiative du département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Son objectif est de promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie participative, la gestion efficace et efficiente d'élections pacifiques et crédibles dans les États africains. Parfois aussi récemment, les élections n'ont pas consacré, hélas, le fonctionnement régulier des institutions, ni le respect des règles d'alternance démocratique. Certains processus ont parfois généré des frustrations et des tensions liées soit à des insuffisances des lois électorales, soit à des défaillances dans l'organisation des élections. Je voudrais ici dire avec conviction que le président Patrice Talon est d'avis que la recherche constante de l'amélioration du régime électoral et des lois devient un impératif de survie de nos processus démocratiques et que l'immensité de la tâche commande une synergie d'action et une mutualisation des réflexions, des efforts, des expériences et des moyens. Le 7e Forum continental annuel des organismes de gestion des élections a eu lieu en novembre 2022 à Maputo, au Mozambique. La rencontre de Cotonou sera constituée de diverses communications et échanges. Des recommandations seront formulées à la fin des travaux en vue d'améliorer la gestion des élections en Afrique. Après le forum qui dure 48 heures, le 3e jour des travaux sera consacré à l'Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines, l'adoption d'importants documents stratégiques et l'élection de nouveaux présidents de l'association sont entre autres les activités inscrites au programme. Quel est le rôle de cette association dans la conduite des élections en Afrique? Pour le savoir, nous vous invitons à suivre au micro de Idrissou Boukari les explications de l'ambassadeur Francis Gabriel Oké, représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine. Suivant. C'est une association qui a été mise en place depuis 1995 et effectivement a commencé ses activités en 1998 et c'est dans le souci d'avoir une plateforme d'échange entre les commissions électorales que cette association a été mise en place. Et depuis, l'association mène des activités et l'association a des piliers. Et des piliers dans chaque région. C'est comme ça qu'en Afrique de l'Ouest, l'association a son pilier qui est le RESAO, le réseau des structures de gestion des élections en Afrique de l'Ouest. En Afrique australe, vous avez le forum des commissions électorales. Et c'est ces piliers qui animent l'association et qui essaient de renforcer la collaboration entre les commissions électorales. Comme vous le savez, certaines commissions électorales sont plus avancées que d'autres. Certaines pratiques électorales dans certains pays sont plus avancées. Et donc, ces forats constitue un lieu d'échange et de bonne expérience entre les commissions électorales. Et nous sommes tout heureux que cette fois-ci ça se passe au Bénin, parce que le Bénin a été un des membres fondateurs depuis 1995 à Accra, où cette association a été mise sur pied. Donc c'est un honneur pour nous d'organiser cette rencontre internationale. Vous avez, la commission électorale a pu mobiliser une 50aine de commissions électorales présentes au Bénin. C'est la preuve que notre pays se révèle de jour en jour. Ça va permettre d'abord d'évaluer là où nous sommes, là où les activités de l'Assemblée. L'événement majeur, c'est l'élection du prochain président de cette association des autorités électorales d'Afrique. Et nous allons faire le bilan, aussi bien financier que le bilan d'activité, et projeter dans les 2 ans à venir ce que l'association aura comme activité. Vous savez qu'il y a beaucoup de défis sur notre continent actuellement. Malgré les avancées démocratiques que nous avons de part et d'autre, il y a d'autres pays qui traînent le pas et les commissions électorales vont réfléchir surtout pour voir comment gagner plus la confiance des citoyens, des partis politiques, de la société civile, afin de les conforter dans les résultats des élections. C'est un forum d'autocritique entre les commissions électorales. Nous avons fait des assemblées générales de commissions électorales où des présidents se sont interpellés sur des questions. Pourquoi vous aviez fait ça? Et lors de ils étaient obligés de se justifier. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Et en attendant les élections proprement dites, les formations politiques peuvent collaborer ensemble et même fusionner. C'est d'ailleurs le cas du cercle de réflexion pour des actions spécifiques qui fait désormais corps avec le parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation, Mouel Bénin. Un mariage politique qui intervient après plusieurs mois de collaboration. Reportage. C'est officialisé. Le cercle de réflexion pour des actions spécifiques CRAS s'est enfin définitivement allié avec le parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. La déclaration a été faite ce week-end à Abomey. À partir d'aujourd'hui, allez dire à M. Jacques Ayadi que CRAS est devenu totalement et définitivement Mouel Bénin. Cette union confirmée, à la suite de plusieurs mois de collaboration selon les alliés, est l'aboutissement d'une longue période de travail individuel et collectif entrepris dès la fin des dernières législatives. Elle vient donner la preuve de l'engagement du groupe à contribuer aux côtés des membres de leur désormais famille politique au bien-être du peuple et pour le progrès de la nation. C'est donc une conviction profonde et cet espoir qu'avec Mouel Bénin, nous parviendrons à relever le défi de la conquête des différents pouvoirs politiques, que ce soit sur les plans local, communal et national, que je me suis vu entouré et aidé de chacune et de chacun de vous durant tout le temps qu'a duré l'organisation des présentes assises. Heureux de les voir rejoindre leur rang, les responsables du parti Mouel Bénin saluent le courage et l'audace des nouveaux partenaires. L'arrivée du CRAS vient les réconforter dans leur position, ainsi que la détermination à travailler davantage pour l'enracinement de la formation politique dans les régions du pays. C'est des collaborateurs de Mouel Bénin depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, cette collaboration a été mutée en mariage. Mouel Bénin s'est agrandi. Mouel Bénin, vous allez constater les jours à venir, va s'agrandir davantage. Nous sommes dans la logique de travailler sur le terrain, de sensibiliser les populations à nous rejoindre pour que nous puissions ensemble partager notre vision, celle du développement de nos localités avec des idées novatrices. Rassurés de ce que l'avenir est prometteur avec Mouel Bénin, responsables et sociétaires du CRAS promettent faire le nécessaire en vue de porter loin les idéaux du parti, ceci pour de grandes victoires. Allons à présent dans le département de la Donga qui célèbre le culte de l'excellence. La direction départementale en charge de la culture et du tourisme a initié une sortie découverte à caractère touristique à l'intention des meilleurs écoliers à l'examen du certificat d'études primaires CEP 2023. Pendant 72 heures, les écoliers ont découvert différents sites touristiques et historiques de l'Atakora. Les détails dans ce reportage. Voici les meilleurs écoliers au certificat d'études primaires CEP 2023 dans la Donga. Pour saluer leur mérite et encourager leur ardeur au travail, la direction départementale du tourisme et des arts Donga a initié à leur intention une sortie découverte à caractère touristique. Nous organisons cette sortie, cette activité qui en visant 3 objectifs essentiels. D'abord, faire la promotion de la scolarisation dans nos communautés. Vous n'êtes pas sans savoir que l'école n'a pas encore pris véritablement chez nous. Ça, il faut continuer par sensibiliser. À ce niveau, il y a le deuxième objectif qui vise l'activité, c'est-à-dire la promotion de l'excellence, pour ne pas dire la reconnaissance du mérite. Donc, et en troisième position, c'est-à-dire le troisième objectif, c'est-à-dire à travers cette sortie, nous faisons la promotion du tourisme à la base. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a certains édifices, il y a certaines choses que nous apprenons, on apprend à nos enfants à l'école, nous-mêmes, on a appris ça quand on était au primaire, on nous parle de certaines choses, mais ces enfants auront l'occasion de toucher du doigt à ces réalités. En plus de cette sortie touristique, chaque écolier a reçu un dictionnaire. C'est un sentiment de joie et de satisfaction vraiment qui m'anime ce matin. Ces enfants d'abord vont apprendre beaucoup de choses, ils vont découvrir des sites. Après l'étape de Djougou dans la Donga, cap sur Natitengu dans la Takora,
Ici, les écoliers vont d'abord contempler la stèle du héros national Kaba avant d'effectuer une descente sur le musée régional de Nati Tengou pour admirer les objets d'art exposés. Par cette sortie, ces écoliers découvrent ainsi le visage singulier et le relief accidenté de l'Atakora, les habitats typiques propres au peuple Otamari. Aujourd'hui, on a visité un baobab creux et des tatas somba. C'est la première fois que je viens ici. C'est merveilleux. À cette très touristique zone de prédilection des touristes, s'ajoutent aussi les chutes d'eau et cascades de Kota à Nati Tengou et celles de Tanungu dans Tanguieta. C'est pour ma première fois que je viens dans l'Atakora et nous avons visité la cascade de Tanungu. C'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup au directeur du tourisme. Je promets de travailler beaucoup à l'école. C'est la première fois que je viens à la cascade de Tanungu pour voir les feux. Vraiment, c'était magnifique. Merci beaucoup au directeur du tourisme et je promets de bien travailler à l'école. De Nati Tengou à Bukumbe, en passant par Tanguieta, ces écoliers ont découvert avec satisfaction les potentialités artistiques, culturelles et touristiques dont regorge la région de l'Atakora Ouest. Et pendant ce temps, la Fondation Mère Taïra offre des bourses et des kits scolaires aux filles méritantes issues des familles vulnérables de la Donga. Un geste de solidarité manifesté samedi dernier à la Maison des Jeunes de Djougou. La cérémonie est rehaussée par la présence effective de Taïra Toussalifou Assouma, la présidente de la Fondation. Reportage. Vous devez travailler bien en classe. La culture de l'excellence et le maintien de la jeune fille à l'école, une préoccupation majeure pour la Fondation Mère Taïra. Elle vient pour la 4e fois consécutive octroyer des bourses et kits scolaires aux jeunes filles méritantes issues des familles vulnérables de la Donga. Les objectifs poursuivis à travers l'octroi de cette bourse sont donner une égalité de chance aux filles vulnérables de poursuivre les études dans les mêmes conditions que les autres enfants, cultiver en elles le goût des études, promouvoir l'excellence au sein de la gente féminine, lutter contre le décrochage scolaire des filles par manque de moyens financiers. Notez donc, chers élèves, que les bourses FMT ne sont pas seulement une récompense, elles transmettent également des valeurs. Un message d'encouragement pour que vous soyez des dignes ambassadrices de la Fondation auprès de vos camarades élèves, jeunes filles, des parents et des éducateurs pour dire oui, c'est possible de continuer d'aller à l'école et d'y exceller malgré les moyens limités de vos familles. Les différentes activités menées et initiatives entreprises témoignent fort bien l'intérêt qu'elle accorde à l'épanouissement de la fille scolarisée ou en apprentissage. Au niveau de la Fondation, nous sommes convaincus qu'il nous faut davantage cultiver chez nos enfants, nos sœurs, les valeurs fortes du mérite, de l'effort, de la culture et du travail bien fait qui constituent les bases réelles de la réussite et de la promotion sociale. Sidérés par cette action philanthropique, sages, notables, bénéficiaires, autorités politico-administratives et invités de marque témoignent leur gratitude à la Fondation donatrice. Au nom de toutes les bénéficiaires de la bourse FMT, 4e édition, je voudrais très chaleureusement reconnaître et remercier les efforts de Madame Taïra pour tout ce qu'elle fait pour nous. Nous lui promettons la réussite. Nous lui promettons également de lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Il y a des sentiments de satisfaction dans la mesure où l'objectif fixé qui est d'aider les familles vulnérables est atteint. En octroyant les bourses. Nous remercions très sincèrement Mère Taïra. Aujourd'hui, nous voulons
exhorter tous les récipiendaires d'utiliser à bon escient la bourse qu'on va leur donner. Cette cérémonie de reconnaissance des mérites des élèves filles s'est déroulée dans une ambiance de convivialité et de fraternité. Pour rappel, cette fondation s'est assignée des objectifs qui concourent à la scolarisation, à l'épanouissement, à la promotion et à la protection de la jeune fille en milieu défavorisé. À Parakou, samedi dernier, c'était l'apothéose avec la dernière ligne droite de la caravane Santé pour tous, organisée dans 5 départements du Bénin. Une initiative de l'UNICEF appuyée financièrement par l'USAID et soutenue par l'État béninois à travers le ministère de la Santé, qui a pour objectif de sensibiliser les populations sur l'importance de la vaccination de routine et du Covid-19. Lancée le 10 avril dernier, cette campagne a connu un franc succès grâce à l'appui des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Nous allons suivre. 5 départements dans l'Atlantique, le Borgou, le Koufo, le Mounou et le Zou ont été pris en compte dans le cadre de cette campagne. Lancée le 10 août dernier dans la commune d'Abomey-Calavi, cette caravane de communication qui a mobilisé les radios communautaires, artistes nationaux et locaux, personnalités influentes, acteurs culturels, agents de santé et autres acteurs engagés, a permis de prendre en compte environ 7000 personnes dans le cadre de la vaccination de routine et celle du Covid-19. Au bout de plusieurs semaines d'activité dans les 5 départements, la caravane Santé pour tous aura été un succès. Une réussite rendue possible grâce à l'union et à l'engagement des partenaires de l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet. Grâce à la caravane, plus de 4800 personnes se sont fait vacciner sur les divers sites établis et plus de 80 000 personnes ont été mobilisées autour des activités de sensibilisation. Ces résultats sont véritablement impressionnants. Bravo. Ces efforts, comme il a été rappelé, ont porté leurs fruits. Et ce, à travers les plus de 700 000 personnes qui ont été vaccinées et les 3 millions de personnes mobilisées autour des activités de la caravane lors de son passage dans les différentes communes. Ces résultats montrent que lorsque nous nous unissons pour une cause, nous pouvons aussi accomplir des choses extraordinaires. Mesdames et messieurs, Monsieur le représentant du ministère, permettez-moi, et à travers vous aussi, remercier le ministère de la Santé, ainsi que les DDS qui ont pris part à la caravane pour en assurer sa réussite, en s'assurant notamment de la présence des agents vaccinateurs dévoués et présents lors des passages au sein des communautés. Cette initiative, qui vient en appui au gouvernement dans la sensibilisation des populations sur le bien fondé de la vaccination de routine aux enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes et la vaccination contre le Covid-19, laisse derrière elle des acquis qu'il convient de pérenniser. Je voudrais donc pouvoir compter sur votre engagement à poursuivre les efforts. Je vous exhorte à jouer pleinement vos partitions afin d'inverser les tendances, d'améliorer les indicateurs et de permettre à notre pays de réaliser de meilleures performances dans le secteur de la santé à l'échéance des objectifs de développement durable prévus pour 2030. Et puisqu'il fallait clôturer en beauté cette initiative, UNICEF et ses partenaires ont offert à la population de Parakou un géant concert avec sur scène Zeynab, Sessime Kalamoulaye, Fatih Tegangili Kanor et bien d'autres artistes, tous ambassadeurs de l'organisation internationale. Santé toujours, le Cameroun s'imprègne des prouesses du Bénin en matière de système de gestion de transfusion sanguine. Une délégation camerounaise conduite par la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine est au Bénin pour capitaliser les expériences de l'ANTS. Objectif, s'imprégner du modèle béninois en matière de transfusion sanguine afin de l'implémenter en retour au Cameroun. Reportage. Le système de transfusion sanguine du Bénin fait école auprès du Cameroun. S'inspirer du modèle béninois afin de l'implémenter au Cameroun pour mieux réorganiser le Centre national de transfusion sanguine du pays. Ainsi se résume cette visite de la délégation camerounaise ici à l'Agence nationale de transfusion sanguine du Bénin. C'était important pour nous de visiter un pays du Sud qui est en train de réussir.
pour s'inspirer de leurs expériences et partager les nôtres, partager les défis et voir comment améliorer la nôtre. Nous sommes une structure vraiment au départ et donc, étant si jeunes, on a besoin de ceux-là qui ont avancé dans cette mission-là. Et nous trouvons que Bénin est beaucoup avancé. Tout de suite, on est dans les discussions et on comprend qu'ils sont à 99,6% des donneurs bénévoles non rémunérés. C'est un grand record. La première étape de cette rencontre est consacrée à la présentation et le fonctionnement de l'Agence nationale de transfusion sanguine du Bénin. Aussi, la vision, les missions, les défis et les perspectives de l'agence sont-ils exposés aux visiteurs camerounais. L'autre présentation qui a marqué ce rendez-vous de partage d'expériences est celle relative aux stratégies de mobilisation des donneurs de sang. C'est le lieu pour le directeur de l'Agence nationale de transfusion sanguine d'exposer à ses hôtes les prouesses du Bénin en ce qui concerne la collecte du liquide vital ces 3 dernières années. Soulignons qu'ils ont eu le soutien de la Banque islamique de développement qui veut les accompagner et par rapport à ça, ils ont voulu vraiment s'imprégner de la réalité béninoise pour pouvoir vite aller dans le processus. En matière vraiment de tout ce que nous avons mené comme activité, il faut dire qu'en 2021, nous avons collecté plus de 92 000 poches. En 2022, bien sûr, on est au-delà de 103 000 poches. Et en matière de 2023, nous nous sommes fixés à aller à 110 000 poches. Vous voyez que c'est un défi énorme. Et aujourd'hui, le point fait, jusqu'à la fin de la semaine passée, on est déjà à 92 000 poches. Nous sommes certains que d'ici la fin de l'année, on va atteindre les objectifs. La délégation camerounaise a une semaine pour apprécier et se familiariser avec le système de transfusion sanguine du Bénin. Passé cette première étape, consacrée aux échanges, place à la visite des différentes structures de production et de transfusion sanguine du Bénin. Et pour parachever les activités de la semaine qu'ils ont dédiées à la protection de l'environnement, les responsables du projet Porto Novo Ville Verte ont procédé au reboisement du premier arrondissement de la ville. Cette localité est celle qui abrite les diverses réalisations de ce projet et c'est pour renouveler le couvert végétal de cette zone que le reboisement a été fait avec environ 1000 plants mis en terre. C'était en présence des responsables du projet et du maire de la ville. Le point dans ce reportage. S'il y a une raison principale qui sous-tend la mise en terre de ces plans, c'est bien la lutte contre les changements climatiques. Cette activité, inscrite dans l'agenda de la Semaine de l'environnement que les responsables du projet Porto Novo Ville Verte ont initié, vise à renforcer le couvert végétal de la berge lagunaire et des places traditionnelles qui ont été réhabilitées dans le premier arrondissement de Porto Novo par le projet. Dans ce contexte, un total de 1000 plants, parmi lesquels des plants autochtones, fruitiers et liturgiques ont été mis en terre. Ce matin, on a fait le reboisement qui a consisté à mettre en terre 1000 plants. Dans le cadre du projet, nous avons réalisé une pépinière municipale. Donc on a fait sortir les plants de cette pépinière pour pouvoir reboiser la berge et les places traditionnelles que le projet a rénovées. Et le projet, c'est pour le changement climatique. Donc il nous faut assez d'arbres pour pouvoir lutter contre les effets du changement climatique. Fort du rôle de premier plan que les arbres jouent dans la lutte contre les changements climatiques, le maire Charlemagne Nyakoti a invité les élus locaux à s'impliquer davantage pour que la ville capitale soit épargnée des affres du dérèglement climatique. Porto Novo Ville Verte rime avec la végétalisation de notre ville. Jusque-là, le projet s'est accentué sur des études, sur des travaux d'assainissement. Maintenant, nous rentrons en plein pied dans la phase de verdissement de notre ville. Parce que nous observons combien tout change aujourd'hui. Donc, Porto Novo veut vraiment se particulariser et incarner cette appellation de ville verte. C'est pour cela que je voudrais saisir encore cette occasion pour qu'au-delà du projet Porto Novo Ville Verte, que nous prenons l'habitude de mettre en terre des plants. Nous savons que cela rafraîchit notre environnement et que cela présente beaucoup d'atouts
Donc je voudrais vraiment demander aux chefs quartiers, qui sont les maîtres de terre, de veiller à ce que ces plans mis en terre puissent pousser. En dehors du reboisement des zones d'intervention du projet, il a été prévu le reboisement progressif des autres localités de la ville avec environ 13 000 plants. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.